Allez, on attaque. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une véritable usine d'épuration ultra sophistiquée, notre propre système urinaire. Imaginez un peu un complexe industriel qui tourne H24 sans jamais s'arrêter, juste pour purifier, équilibrer et réguler notre métabolisme. C'est pas de la science-fiction, c'est la réalité de ce qui se passe là, à l'intérieur de notre corps. Au programme de cette analyse, on commence par l'usine d'épuration globale, ensuite on zoome sur le néphron et la filtration, on descendra le long des urétères pour voir ce qui peut bloquer, on s'arrêtera sur la vessie et la rétention, et on finira en beauté sur le contrôle de la miction. Bref, on suit le trajet naturel. Première étape, l'usine d'épuration en elle-même et le rôle de nos fameux reins. Alors tout commence avec les reins. Ils sont là, tranquilles, bien à l'abri dans ce qu'on appelle le rétropéritoine. Et accrochez-vous bien, parce qu'ils pompent à eux seuls 25% de tout notre débit sanguin. Et regardez ce chiffre, 180 litres. C'est littéralement la quantité de plasma sanguin que ces deux petits moteurs de la taille d'un poing filtrent chaque jour. C'est juste énorme. Ça équivaut à remplir une baignoire géante à ras-bord toutes les 24 heures. Mais ce qui est vraiment fascinant ici, c'est le contraste avec le chiffre précédent. Sur ces 180 litres filtrés, on excrète à peine 1,5 litre d'urine finale par jour. Ça vous montre l'efficacité hallucinante de notre système de réabsorption. Plus de 99% du liquide vital est récupéré, nettoyé de fond en comble, puis réinjecté dans notre sang. Par contre, faut surtout pas limiter le rein à une simple passoire, ce serait une grosse erreur. En vrai, son cahier des charges compte 3 vraies missions. L'épuration des déchets toxiques, oui, comme l'urée, mais aussi la régulation super fine de notre eau et de nos électrolytes. Et puis surtout, c'est une véritable usine hormonale. Il sécrète de l'érythropoïétine pour booster les globules rouges, de la rénine pour gérer la tension artérielle, et il active même la vitamine D pour solidifier nos os. Bref, c'est le vrai chef d'orchestre. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième partie, le néphron et son système de filtration. Si on passe ça au microscope, on découvre qu'il y a environ 1 million de néphrons par rein. C'est là, dans ce labyrinthe, que la magie opère. L'ultrafiltrat commence son voyage dans la capsule de Bowman pour le grand nettoyage de base. Ensuite, direction le tube proximal, où on fait le plus gros du boulot en récupérant 65% du sodium et tout le glucose. Puis, grand plongeon dans l'anse de Henle pour une nouvelle extraction active. Et enfin, les derniers petits réglages chimiques se font dans le tube distal. Absolument rien n'est laissé au hasard. Évidemment, quand cette belle mécanique s'enraye, c'est compliqué. Et là, il faut bien distinguer deux choses. D'un côté, l'insuffisance aiguë, c'est la panne brutale. La production d'urine chute soudainement, on gonfle avec des œdèmes et le potassium grimpe dangereusement. De l'autre, l'insuffisance chronique. Là, c'est une défaillance lente. Le système s'épuise sur le long terme, ce qui crée une anémie parce qu'on manque d'hormones, et l'organisme s'intoxique à petit feu avec ce qu'on appelle le syndrome urémique. Allez, on continue de descendre le long du circuit. Troisième partie, les urétères et leurs obstacles. Une fois que l'urine est parfaitement ajustée, elle ne doit surtout pas stagner. Elle prend alors une véritable autoroute, les urétères, des conduits musculaires qui la propulsent activement vers le bas. Mais bon, parfois, on a un énorme embouteillage. C'est la redoutée colique néphrétique. En gros, un caillou, un calcul, vient complètement bloquer le passage. Du coup, l'urine s'accumule frénétivement en amont. Les voies se dilatent d'un coup et cette hyperpression soudaine déclenche une douleur lombaire fulgurante. Ceux qui l'ont vécu vous le diront, c'est réputé comme l'une des pires douleurs imaginables. Alors, les calculs, c'est assez courant, mais il y a des signaux d'alerte rouge à ne jamais ignorer. Si vous voyez de la fièvre au-dessus de 38,5 degrés, ça veut dire que l'urine bloquée s'infecte, et ça, c'est une urgence absolue. Pareil si la personne n'a qu'un seul rein fonctionnel ou si la douleur est tellement hyperalgique que même la morphine ne soulage rien. Là, on n'attend pas, il faut d'urgence drainer le système, chirurgicalement, très souvent en glissant un petit tuyau qu'on appelle une sonde Gigi. On arrive à notre quatrième étape, la vessie et la rétention. S'il n'y a pas d'obstacle sur la route, le liquide finit sa course dans la vessie. C'est notre grand réservoir naturel, capable de stocker très confortablement 300 à 500 ml. Mais imaginez que ce réservoir est plein à craquer et que la vanne de sortie refuse complètement de s'ouvrir. Eh bien, c'est exactement ça, la rétention aiguë d'urine. Une impossibilité mécanique de vidanger. Ça crée une boule dure et extrêmement douloureuse en bas du ventre, ce fameux globe vésical. C'est une sensation de pression continue, particulièrement intense. Mais du coup, pourquoi cette vanne se bloque-t-elle ? Chez les hommes un peu plus âgés, le grand classique, c'est l'hypertrophie bénigne de la prostate, l'HBP. La prostate grossit et vient littéralement écraser le canal de l'urètre. Et au passage, on le rappelle parce que c'est hyper important, cette augmentation de volume n'a strictement aucun rapport avec le cancer de la prostate. C'est totalement différent. Sinon,
Le blocage peut aussi venir d'un rétrécissement de l'urètre ou de nerfs fatigués qui n'arrivent plus à donner l'ordre à la vessie de se contracter. Et le point crucial ici, c'est de tordre le cou à un vieux mythe médical qui a la vie dure. Vous avez peut-être déjà entendu dire qu'il fallait vider ce globe vésical très lentement, en clampant la sonde par intermittence, par peur de provoquer une grosse hémorragie. Eh bien, depuis la fameuse étude de Butcher en 2013, on sait que c'est totalement faux. Le vrai danger à surveiller après avoir débloqué la vanne, ce n'est pas le saignement, c'est le syndrome de levée d'obstacle. En clair, les reins libérés de cette pression s'emballent et peuvent se mettre à produire des litres d'urine en quelques heures. C'est ça qu'il faut surveiller comme le lait sur le faux. Et on entame notre 5e et dernière partie, la miction et son contrôle. Décider consciemment du moment exact où on va vider le réservoir, ça demande une ingénierie neurologique d'une complexité complètement dingue entre notre cerveau, notre moelle épinière et la vessie. C'est un balai réflexe parfaitement synchronisé. Pour garantir la continence pendant le remplissage, le muscle de la vessie, le détruiseur, doit impérativement rester bien détendu pendant que le sphincter verrouille la porte. Quand on passe à la phase de vidange, c'est l'inverse absolu. Le muscle vésical se contracte avec force et le sphincter s'ouvre grand. C'est d'une précision mécanique. Et pour retenir qui fait quoi au niveau des nerfs de ce balai, on a une petite astuce mnémotechnique en médecine qui illustre ça brillamment. On dit que c'est sympathique d'être continent. Tout simplement parce que c'est le système nerveux sympathique qui ordonne aux muscles de rester détendus. C'est lui qui maintient le réservoir bien étanche, sans fuite, tout au long de la journée. Évidemment, si ce magnifique câblage ou cette mécanique se mettent à dérailler, les symptômes tombent dans 3 catégories très logiques. Des problèmes qui surviennent pendant la phase de remplissage se traduisent par des envies urgentes ou beaucoup trop fréquentes. Si ça se complique pendant la vidange, le jet est tout faible, il faut pousser. Et si le souci est post-mictionnel, ça laisse cette sensation vraiment frustrante de ne pas avoir tout vidé. Et très souvent, figurez-vous que la plomberie va très bien, c'est l'électronique qui lâche. Ce sont les fameuses vessies neurologiques. Par exemple, après un AVC, le cerveau n'arrive plus à freiner la vessie qui devient complètement hyperactive. Si on a une lésion au niveau de la moelle épinière, c'est la coordination totale entre le muscle et le sphincter qui saute. Et avec des maladies comme un diabète ancien, ce sont les nerfs périphériques qui meurent. La vessie ne reçoit plus aucun signal, ne se contracte plus et devient complètement flasque. Alors, pour conclure, regardez un peu le chemin parcouru. Quand on repense à l'incroyable ingénierie qu'il faut pour filtrer et éliminer la moindre goutte d'eau. On a vu ces 180 litres filtrés par jour, l'ajustement au millimètre près, le transport sous haute pression et ce réseau de nerfs ultra complexe. Ça nous amène forcément à nous poser la question, comment est-ce qu'on peut mieux protéger au quotidien cette formidable usine silencieuse qui nous maintient en vie seconde après seconde? Franchement, le système urinaire, ce n'est définitivement pas qu'un simple filtre. C'est l'un des chefs-d'œuvre les plus élégants de notre biologie.